Je suis Guillaume Villemot, je travaille au ministère de la Culture, au sein de la Direction générale de la création artistique, plus particulièrement dans une délégation qui s'appelle la délégation à l'emploi et qui a la responsabilité de toute la réglementation sur le spectacle vivant. Ça va des annexes 8 et 10 au dispositif de soutien à l'emploi et également au cadre réglementaire applicable qui nous occupe aujourd'hui. Notre principal rôle sur ce genre de réglementation, vous avez compris qu'on n'est pas technicien au ministère de la Culture, on s'appuie sur l'expertise technique là où elle est, et en particulier chez Agisson, que je remercie à nouveau pour cette invitation. Notre rôle, c'est de faire avancer les textes en interministériel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer de pas vous ennuyer avec de la tuyauterie administrative, mais c'est quelque chose qui est important lorsqu'on étudie la réglementation qui nous occupe aujourd'hui. On est sur un texte, ce décret-son, qui doit concilier plusieurs objectifs, ça vous le savez. Un objectif qui est celui que défend le ministre de la Culture, c'est la possibilité pour les professionnels d'organiser des manifestations de qualité et des manifestations festives, culturelles, que ce soit dans des lieux clos ou dans les festivals. C'est l'objectif qu'on défend et on souhaite, nous, donner aux professionnels que vous êtes les moyens d'avoir une réglementation applicable qui permette la tenue de ces manifestations. Il y a deux autres objectifs qui sont poursuivis dans le texte. Le premier de ces deux autres objectifs, c'est un objectif de santé publique, qui est la protection de la santé sonore. Je ne pourrais pas dire ça mieux, mais voilà, c'est la protection auditive des publics. Et c'est le ministère de la Santé qui porte cet objectif. Et le troisième objectif, c'est la protection de l'environnement et la lutte, ou en tout cas l'objectif de minimiser au maximum les nuisances sonores. Et c'est un objectif qui est porté, bien entendu, par le ministère de la Transition écologique. Ça veut dire que c'est forcément un texte de compromis, d'équilibre entre ces trois objectifs qui ne sont pas inconciliables. La preuve, c'est justement Agisson qui a à cœur de protéger la santé auditive des publics. Ils ne sont pas inconciliables, mais ça veut dire qu'on est forcément justement dans la construction de compromis, d'équilibre et d'un petit choc des cultures. Parce que lorsque vous avez en face le ministère de la Santé, il résonne dans un cadre juridique et culturel qui est différent d'une autre, qui est différent de celui du ministère de la Transition écologique. C'est le premier point. Le deuxième point, qui en est la conséquence directe, c'est qu'on évolue dans un environnement juridique qui est contraint, c'est-à-dire qu'il y a un cadre qui nous est posé et qu'il faut accepter, même s'il emporte des conséquences. Cadre juridique avec deux aspects principaux que je vais évoquer. Le premier, c'est le fait que le Conseil d'État, qui est donc le juge administratif, s'est déjà prononcé sur une forme de hiérarchie de ces deux objectifs. C'est-à-dire que dans une décision assez importante, il a considéré que l'objectif de préservation de la santé publique primait sur l'objectif de manifestations festives et culturelles. Et donc, même si on écrit une réglementation qui a pour but d'encourager la tenue de festivals et d'événements festifs, ça ne peut pas aller à l'encontre de l'objectif de santé publique. Ça a été dit par le Conseil d'État, et ça veut dire que l'administration que je représente doit s'inscrire dans ce cadre. Le deuxième principe juridique qui nous contraint, c'est un principe qui s'applique au droit de l'environnement, et c'est celui de non-régressivité. C'est un principe de niveau constitutionnel et qui dit qu'à partir du moment où une norme a été édictée en matière environnementale,
on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire on ne peut pas, dans un texte ultérieur, diminuer cette norme, l'affaiblir du point de vue de l'objectif de préservation de l'environnement. C'est assez contraignant. Et donc ça veut dire que lorsqu'on a, par exemple, fixé des seuils d'émergence, eh bien, il est difficile, voire impossible, de revenir en arrière. Et donc on doit se plier à cette contrainte. Alors je vous dis ça, non pas pour donner l'impression qu'on ne peut rien faire, c'est pas le cas, bien entendu. Et je pense que je dis que c'est qu'on défend ce texte et qu'on le porte et qu'on souhaite accompagner sa mise en œuvre. Mais c'est pour vous dire qu'on est dans un cadre juridique, voilà, assez rigide, et que le choix qui est fait aujourd'hui, c'est d'aller au bout de la réglementation actuelle. Il y a un autre choix qui aurait pu être fait, ça aurait été de dire les textes aujourd'hui sont trop contraignants, ne sont pas applicables pour tout un tas de raisons, et donc on va repartir à zéro, on va rouvrir la discussion, on va repartir en interministériel pour écrire un nouveau décret. Ça aurait pu être un choix. C'est un choix qui ne nous semble pas productif pour deux raisons. D'une part parce qu'on se heurtera au cadre juridique que je vous ai évoqué, et donc on n'arrivera pas à le prospérer de loin sur cette voie. Et puis deuxièmement parce que ça pourrait, de notre point de vue, s'avérer même contre-productif sur certains points, notamment la question des seuils, parce que l'opinion publique, la sensibilité à certaines questions, en particulier celle de la santé auditive, évolue. Et à la question de l'environnement. La sensibilité évolue. Je pense que c'est il n'y a pas plus tard que 10 jours, j'ai vu qu'il y a eu une enquête dans le Parisien sur la question de la santé auditive, en particulier des jeunes. Donc c'est des questions sur lesquelles l'opinion publique peut être de plus en plus exigeante. Et donc il nous semble, et on a un certain nombre d'arguments en ce sens, notamment une concertation publique que je pourrais évoquer tout à l'heure, que rouvrir la question notamment de certains seuils pourrait au final se retourner contre nous et amener à durcir le texte. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite faire. Donc l'orientation actuelle du ministère de la Culture, et on a partagé cette position avec Agisson, c'est d'aller au bout de cette réglementation, de considérer qu'elle est encore récente. Le décret date d'il y a moins de 5 ans, et depuis la parution, il y a eu 2 années dans lesquelles, comme vous le savez, et on le regrette, il a été très difficile de travailler. Donc l'idée, c'est de voir comment ça se passe et essayer de donner un mode d'emploi aux professionnels et d'essayer d'expliciter au maximum les normes qui existent pour en faire une forme de mode d'emploi, de guide, et de voir ensuite ce qui se passe. Baptiste, tu évoquais le précédent du circuit automobile. C'est en effet un précédent important. Il n'y en a pas, à notre connaissance, dans le secteur culturel jusqu'à présent. Et même si, en effet, les riverains s'emparent de la question et que l'attention est de plus en plus forte sur ces questions, pour l'instant, le texte, il n'a pas empêché les manifestations culturelles de se tenir. Espérons que ça dure et espérons que les manifestations qui concourent à une meilleure connaissance de cette réglementation concourent à ce qu'on arrive au cas par cas à trouver les bonnes solutions. Je vais passer la parole à Jackie ensuite sur le détail des règles applicables et je reprendrai la parole peut-être en fin pour expliquer la suite et cette question d'arrêté. Merci. Alors, je suis Jackie Levesque, je suis président du comité scientifique chez Agisson depuis 2015. Avant, j'avais les fonctions d'ingénieur d'études sanitaires. J'étais un peu référent pour les musiques amplifiées auprès de la Direction générale de la santé. Voilà. Peut-être pour revenir sur les raisons qui ont conduit à ce texte qui posait des problèmes avant même d'être publié. Je pense que la difficulté, c'est que ce texte a été pris à l'origine, a été une extension d'un ancien texte, qui est un texte de 98, qui était plutôt
destinés à viser les discothèques, c'est-à-dire on travaillait plutôt sur des musiques enregistrées, pour lesquelles effectivement une grande expérience à la fois des bureaux d'études acoustiques existait et où il y avait des solutions qui pouvaient être proposées aux exploitants. Il suffisait très souvent, après, dans une étude d'impact, de faire des mesures d'isolement et de prescrire par exemple des limiteurs sur un système stéréophonique. Voilà, c'était relativement simple à mettre en place. Donc le législateur, il est parti sur cette base-là. Et ensuite, il a voulu faire rentrer dans le champ d'application, je vous rappelle que ce décret, maintenant, touche à la fois les lieux clos et également le plein air. Donc une des difficultés principales, à mon sens, c'est d'avoir fait rentrer dans le champ d'application de ce décret les musiques qui proviennent de festivals en plein air. Et on va le voir surtout au travers d'un certain nombre de prescriptions qui vont être difficiles à respecter pour des lieux en extérieur. Ce texte, si vous voulez avoir vraiment le contenu de l'ensemble du texte, il y a plein de prescriptions à l'intérieur de ce texte. Ce texte, il est organisé autour de deux grands volets. Un volet qui est un volet santé publique, qui a été évoqué, qui est donc sous la responsabilité du ministère de la Santé, et qui vise essentiellement à protéger l'audition du public sur l'audience. Pour cela, des valeurs ont été fixées, des valeurs en dBA, mais également, nouvellement, des valeurs en dBc qui n'existaient pas dans le précédent texte. Le fait d'avoir introduit ces valeurs en dBc a une certaine cohérence par rapport aux musiques amplifiées, notamment par rapport aux musiques en live, parce qu'elles correspondent à des systèmes de sonorisation qui permettent de développer des puissances importantes. Donc elles sont effectivement cohérentes par rapport à ça, mais elles peuvent aussi poser des problèmes particuliers. Dans ce texte, il y a donc la santé qui est prise en compte par rapport à des niveaux sonores, mais également des outils de gestion sonore. La nécessité, par exemple, d'avoir des enregistreurs et des afficheurs pour le sonorisateur, afin de pouvoir piloter son système de sonorisation, et donc de pouvoir intégrer des valeurs en dBA et en dBc. Voilà, ça fait partie de ces mesures. Une autre mesure importante, c'est l'enregistrement de ces valeurs pour pouvoir éventuellement faire face ensuite à des recours et pouvoir justifier du respect de ces réglementations. Il y a tout un tas d'autres mesures sur lesquelles je ne vais pas trop m'étendre parce qu'elles concernent plus les problèmes de prévention, le fait d'informer le public, le fait de faire des pauses. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui rentrent dans ce champ d'application et qui sont bien du domaine de la santé publique, qui relève donc d'un code particulier qui est le code de la santé publique et qui lui-même va générer un certain nombre d'autres prescriptions, notamment dans le domaine environnemental. Deuxième grand volet, c'est le volet sur la partie environnement, qui touche effectivement de manière importante, on le verra certainement dans les débats et dans les ateliers qui vont suivre, qui touche la prévention plus par rapport aux riverains. Et là, ce problème environnemental est géré par un autre code, le code de l'environnement. Donc c'est une spécificité quand même de ce décret, c'est qu'il touche à deux codes différents, qui ont des logiques aussi un peu différentes et qui ont parfois une certaine complexité à être mise en pratique par les différents agents qui sont chargés des contrôles. Pour essayer de synthétiser les choses, vous pourrez vous reporter de manière assez intéressante à deux documents. Le livre blanc, qui est à l'entrée, là, que je vous recommande, qui est quand même un travail d'élaboration très important qui a été fait par Agisson au travers des rencontres qui ont été faites dans un premier temps avec des techniciens du son, principalement des exploitants, au travers d'un tour de France en région, qui permet de récupérer un certain nombre de réactions du monde professionnel vis-à-vis de ce décret. Et également, dans un deuxième temps, avec un certain nombre d'élus, des députés, des sénateurs, des chargés de la culture dans les grandes villes, qui ont également travaillé à l'élaboration de ce livre blanc. Donc je vous le recommande. Si vous voulez avoir une synthèse, vous avez ce petit document également que je vous conseille, qui permet de lister un petit peu l'ensemble des prescriptions du décret et leurs difficultés d'application.
pour essayer de remettre en perspective, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas ni au CIDB, au Centre d'information et de documentation sur le bruit, qui regroupe tout un panel de publics très variés, très différents. Nous sommes ici avec un public de techniciens. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est essayer d'orienter plutôt la réflexion sur les difficultés techniques d'application de ce texte. Les défis techniques, ils sont importants par rapport à ce texte parce que, disons en simplifiant, on a deux problématiques. Donc la problématique qui relève du Code de la santé publique sur la protection du public, et on a une prescription qui est importante et qui dit que la mesure des niveaux sonores par rapport à l'audience doit se faire en tout point accessible au public. Cette mesure également, elle doit être... ces mesures doivent être simultanément réalisées dans deux valeurs réglementaires différentes, d'une part en dBA et d'autre part en dBc. Il faut savoir que Agisson a fait un certain nombre d'études. On appelle, la première étude, c'était Opération. Elle s'appelait de ce nom-là. Et on a fait un travail très important en allant dans les lieux, et principalement dans les festivals, pour aller faire un certain nombre de mesures, à la fois en régie, mais également avec des exposimètres au niveau du public, pour essayer de commencer à réfléchir à comment travailler par rapport à cette prescription complexe, de rendre compte en tout endroit et à tout moment des niveaux sonores d'exposition du public. Donc cette première étude a permis d'aller dans un certain nombre de festivals emblématiques. Je pense aux Eurokéennes, je pense au Hellfest. Enfin, un certain nombre d'études ont été faites. Et d'ailleurs, à l'époque, pour mémoire, ces études ont été faites avec la collaboration du ministère de la Santé, puisque des agents de l'ARS se sont portés volontaires pour aller réaliser ces études. Un deuxième volet a été fait dans les lieux clos. Donc, un certain nombre de lieux clos. On a effectivement centré l'étude à cette époque-là plutôt sur des lieux problématiques, c'est-à-dire des lieux de petite taille, où on avait des problèmes qui pouvaient être générés notamment par les sons de scène qui venaient impacter les sons de façade. Donc voilà, on a travaillé beaucoup là-dessus. Et enfin, on a travaillé sur une troisième opération qui s'appelle Opération 3 et qui était plutôt chargée de mettre en lumière des méthodologies, par exemple, pour essayer de rendre compte de ce en tout endroit accessible au public. Sur cette partie-là, je n'irai pas plus loin parce que c'est une partie qui va être développée cet après-midi, puisqu'on va pouvoir exposer un certain nombre d'expériences et d'expérimentations qui ont été faites à ce sujet. Donc la difficulté, ce qu'on a pu constater aussi, c'est que dans les pratiques générales, et encore aujourd'hui, après l'apparition de ce texte, parce que ces études remontent bien avant ce texte, ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, les pratiques actuelles, dans les derniers festivals auxquels on a participé, je pense par exemple à La Rochelle, où on était dernièrement, on voit bien que les pratiques des sonorisateurs, pour beaucoup, n'ont pas énormément évolué, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec des systèmes d'afficheurs enregistreurs qui rendent compte des niveaux sonores à la régie. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément aller chercher ce qui se passe au plus près des systèmes de sonorisation. Et quand je dis ça, je dis qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a pu constater. Je pense à une expérience qu'on avait faite aux Eurokéennes où nos sonomètres de classe 1 saturaient devant les subs, c'est-à-dire qu'on ne savait même plus ce qu'on mesurait. Donc on voit bien que là, on a tout un travail à faire pour essayer d'avoir une pratique qui soit plus respectueuse de l'exposition réelle du public. La deuxième grande catégorie de problématiques, elle est plutôt liée, celle-ci, au code de l'environnement et elle touche la nouveauté du décret qui s'applique aux festivals en plein air, festivals qui sont maintenant soumis aux mêmes réglementations que les lieux clos, des valeurs de 98 et 100, de 102 dBA par contre, de 102 dBA, excusez-moi, et 118 dBc. Ces valeurs-là sont également applicables en festival. C'est quelque chose de très nouveau. Et c'est quelque chose qui est actuellement encore difficile à maîtriser dans certains sites. Donc ces études d'impact,
elle s'applique également maintenant au plein air. Alors ça pose un problème parce que ces études d'impact doivent, a priori, dans leur mission, respecter les valeurs d'émergence chez les riverains. Il faut savoir que la réglementation est relativement complexe en matière d'émergence, puisqu'on se trouve d'un côté avec des valeurs en DBC et en DBA qui sont prévues par ce texte chez les riverains en fonction du type de lieu qui est concerné. Soit c'est un lieu qui est clos, auquel cas il y a un certain nombre de valeurs en global, en DBA par exemple, qui sont fixées par le texte, qui sont de 3 décibels d'émergence, qui est relativement peu, et un certain nombre d'autres critères, également en DBA, mais par bande de fréquence chez les particuliers. Donc ça, c'est pour les lieux clos. Par contre, pour le plein air, on est sur une réglementation différente. C'est le Code de la santé publique qui s'applique, et là, ce ne sont pas les mêmes valeurs. Alors là, bon, j'ai essayé de ne pas vous perdre parce que c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a des valeurs de jour, 5 décibels A de jour, et des valeurs de nuit, 3 décibels A de nuit, plus également des coefficients correcteurs qui sont liés à la durée d'apparition de ces deux phénomènes dans ces deux tranches horaires. C'est-à-dire qu'un festival qui commence par exemple à 16h et qui se termine à 2h du matin, on va avoir 2 valeurs d'émergence différentes et des temps, des coefficients correcteurs également différents. Donc vous voyez qu'on n'a pas fait forcément très très simple en la matière. Donc, si vous voulez, ces difficultés-là, évidemment, pour respecter ces valeurs, je ne voudrais pas non plus déflorer les sujets qui vont avoir lieu, puisqu'on a un atelier qui va se dérouler cet après-midi également, qui va suivre d'ailleurs celui-ci, sur les études d'impact des nuisances sonores. Donc là, on a fait un bilan, je ne vous livrerai pas ce bilan pour le moment, puisque on va en parler cet après-midi, on va rentrer dans le détail avec les intervenants. Mais voilà, on a déjà l'expérience et le recul d'une dizaine ou d'une douzaine d'études d'impact. On va pouvoir les analyser et voir effectivement comment on peut travailler par rapport à ça, comment les bureaux d'études et surtout comment les exploitants, leurs prestataires et les sonorisateurs peuvent travailler pour essayer de régler ce problème. Il y a une chose aussi qui est très caractéristique et dont on va pouvoir beaucoup parler cet après-midi, je pense aussi, qui est une grosse difficulté, c'est que les valeurs d'émergence qui sont données par rapport aux riverains, notamment, sont compris dans des bandes d'octaves entre 125 Hz et 4000 Hz. Or, on sait maintenant d'expérience, pour avoir fait un certain nombre de mesures chez les riverains, que ce qui gêne excessivement les riverains se situe bien en deçà de ces valeurs de 125 Hz, puisque nous avons des systèmes de diffusion qui permettent de descendre à 31. Et donc, voilà, on est sur des choses où, finalement, la réglementation telle qu'elle a été conçue au départ, encore une fois, n'est pas très adaptée au monde du plein air ou à des gros systèmes de diffusion qui sont capables de diffuser des basses fréquences avec des énergies très importantes et qui sont très difficiles ensuite enfin qui ne sont en tout cas pas réglementairement pris en compte au niveau des riverains. Voilà sur ces aspects-là. Qu'est-ce que je pourrais ajouter, Angélique, sur les difficultés en introduction? Je ne sais pas si vous avez aussi... Bon, je vais repasser la parole à Guillaume sur la partie de réalisation et d'écriture de ce texte. Ce que je dois dire quand même, c'est que actuellement, au niveau réglementaire, il reste 2 flous qui sont quand même assez pénalisants pour les acteurs du monde du spectacle vivant et de la musique. La première concerne les études d'impact, effectivement de nuisance sonore, c'est-à-dire qu'on a un listing de ce que doit faire une étude d'impact, de ce que doit présenter, à quoi doit répondre une étude d'impact. Mais dans ce listing de ce à quoi doit répondre une étude d'impact, il manque à mon sens l'essentiel, qui est une collaboration entre les bureaux d'études et les sonorisateurs et les exploitants. Ça, c'est un point qui me paraît indéniable. Le deuxième point, au niveau réglementaire,
qui me paraît aussi être un défaut, c'est qu'on ne prenne pas en compte les basses fréquences en dessous de 125 Hz. Donc ça, c'est important parce qu'il faudra certainement retravailler là-dessus. Et le point aussi qui est pas très précis, y compris d'ailleurs dans le guide, parce qu'il y a un guide qui accompagne l'apparition du décret que vous pouvez trouver sur le site du Centre d'information et de documentation sur le bruit. Ce guide explique un petit peu le décret. Par contre, sur la partie que j'ai évoquée concernant le Code de la santé publique sur la protection du public, les caractéristiques, c'est-à-dire la méthodologie de travail concernant la récupération des données sur l'audience, par exemple, les calculs de fonctions de transfert pour les afficheurs, ne sont pour le moment pas du tout précisés. Or, ce sont les deux points qui posent problème sur la difficulté d'application. Alors, je ne sais pas si, peut-être, dans ce guide, justement, ce que nous, on espère en tant qu'agissant, c'est apporter des éléments techniques suffisamment pertinents pour pouvoir faire bouger un certain nombre de choses dans la matière, et notamment en termes de normalisation. Merci Jackie. Deux points pour finir cette table ronde, en tout cas de mon intervention. Un point réglementaire, un point sur la formation qui me semble, des professionnels qui me semble très importante. Le premier point sur le cadre réglementaire, il y a en effet un texte là qu'on est en train de faire paraître, c'est un arrêté d'application du décret, donc ça veut dire qu'on s'inscrit dans le cadre du décret, on ne peut pas bouger, mais on vient préciser certaines choses. Les points, toujours dans le cadre du texte actuel. L'arrêté, il a pour but d'expliciter certaines choses, il a aussi pour but de faciliter et d'orienter un peu le travail des éventuels corps de contrôle. Et donc d'assouplir et de faire comprendre qu'on est sur certains points sur une obligation de résultat, notamment les seuils. Sur d'autres, on est sur une obligation qui est entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat, notamment l'étude d'impact. Alors, je ne vais pas vous dérouler tout ce que va contenir cet arrêté, mais certains points qui sans doute peuvent vous intéresser. Déjà, on va dans l'arrêté un peu préciser le champ concerné par le décret, en particulier ce qu'on considère comme une activité culturelle habituelle, parce que c'est ça le terme du décret. Et donc l'arrêté va venir dire qu'on considère qu'une activité culturelle, que ce soit dans un lieu ou en plein air, est habituelle à partir du moment où elle se produit sur 3 jours consécutifs sur un mois, ou sur 12 jours par an. Donc on restreint quand même un petit peu ce champ d'application. Donc voilà ce que ce sera qu'une activité culturelle habituelle qui sera soumise à l'obligation du décret. Un autre point, et peut-être pour dissiper certaines craintes, l'arrêté n'obligera pas à l'acquisition d'un sonomètre de classe 1, et donc il n'y aura aucune obligation pour ça, pour les professionnels. Et enfin, deux points qui me semblent importants, c'est que l'arrêté va préciser qu'en cas de contrôle, le procès-verbal devra prendre en compte les incertitudes de mesure. Toujours dans cet objectif de pédagogie et de bien de compréhension mutuelle des agents qui sont chargés de faire appliquer le Code de la santé publique et le Code de l'environnement. À partir du moment où on met des obligations de mesure en tout point, il faut tenir compte des incertitudes. Et le dernier point, un petit peu dans le même ordre d'idée, c'est que sur l'EINS, on va préciser que l'EINS, il n'y a pas une obligation de prévision, on n'est pas dans une science exacte et qu'il peut y avoir des aléas, notamment environnementaux, dont il s'agira de tenir compte, là encore une fois, en cas de contrôle éventuel, parce que vous le savez très bien, exactement la même manifestation 2 jours de suite, si un jour il y a du vent qui pousse d'un côté, le lendemain qui pousse de l'autre, c'est pas le même impact sur les riverains. Donc on va préciser l'ensemble de ces points dans l'arrêté. Encore une fois, dans une volonté de pédagogie pour l'ensemble des administrations qui sont chargées ensuite de l'application concrète du texte. Cet arrêté, il a fait l'objet d'un consensus entre les 3 ministères. Il a été soumis au Conseil national du bruit. Il a fait l'objet d'une concertation publique qui est obligatoire. Donc il a été rendu public. On a eu un certain nombre de retours, principalement par les riverains.
qui, comme je vous le disais, sans surprise, considère que la réglementation actuelle n'est pas assez contraignante et se prononce pour un durcissement des seuils. On a entendu ces opinions. On continue et donc le texte va être soumis. Dernière consultation obligatoire, Conseil national d'évaluation des normes, parce qu'il a un petit impact sur les collectivités territoriales. Et on vise une publication tout début d'année prochaine. Une fois que ce texte sera publié, ce ne sera pas la fin de ce travail de réflexion. On envisage, en effet, comme tu dis, Jackie, de reprendre le guide d'application pour tenir compte du nouvel arrêté, pour expliciter certains points comme la fonction de transfert. Et on s'appuiera bien sûr sur Agissons là-dessus, parce que c'est là qu'on entrera vraiment dans la mise en œuvre technique et des ajustements éventuels. Le tout dernier point qui sort un petit peu de ce cadre réglementaire, mais qui me semble important, c'est qu'on a entendu que cette réglementation, elle implique un effort de formation professionnelle important, formation pour l'ensemble de vos équipes. Et ça demande du temps, des moyens. On travaille, nous, d'ores et déjà avec l'AFDAS, que vous connaissez, qui avait déjà mis au point une offre de formation, qui va l'adapter. Et on va mettre, côté ministère de la Culture, un petit peu moyen dans le cadre d'un dispositif qui existe, qui est l'engagement développement des compétences, qui est un dispositif partenarial avec le ministère du Travail, dont l'opérateur est AFDAS, pour justement mettre à jour l'offre de formation et la rendre accessible au plus grand nombre. Eh bien, merci à vous deux pour tous ces détails.